En Afrique de l'Ouest, un capitaine en treillis fatigué vient de briser les dogmes établis de la finance mondiale. Sans diplôme de Harvard, sans bénédiction du FMI, il a osé reprendre l'or du Burkina Faso aux multinationales qui le considéraient comme leur bilan privé. Que révèle vraiment pour nous le pari d'Ibrahim Traoré sur cette souveraineté de l'or, de la terre et des récoltes? Car si ce pari tient jusqu'au bout, ce ne seront pas seulement les Burkina Faso News qui changeront, mais l'équilibre politique et économique de tout un continent. Pendant des décennies, le récit dominant sur le Burkina Faso a été écrit à Washington, Paris ou Toronto, rarement à Ouagadougou, encore moins dans les villages qui vivent au rythme des récoltes. Les gros titres pharaossais parlaient de coups d'État, de terrorisme au Sahel, de pauvreté chronique, mais très peu de ce que devenaient réellement les milliards tirés de l'or burkinabé. Cette enquête veut vous aider à relire autrement les Ibrahim Traoré Burkina Faso et chaque Burkina Faso News qui défilent sur vos écrans. Derrière les communiqués sur la sécurité ou les communiqués d'investisseurs, un basculement silencieux s'est engagé. Un État qui tente, avec Ibrahim Traoré, de reprendre la main sur ses mines, sa dette intérieure et surtout sa capacité à nourrir lui-même sa population. L'enjeu n'est pas seulement de savoir si une mine est nationalisée ou non, mais qui décide, in fine, de la destination de chaque once d'or sortie du sous-sol. Comprendre ce pari, c'est mesurer qui paye vraiment le prix de la souveraineté, aujourd'hui et pour les générations à venir. Le Burkina Faso a déjà connu une expérience qui semblait défier toutes les statistiques. Entre 1983 et 1987, sous Thomas Sankara, le taux d'alphabétisation est passé de 13% à 73% en 4 ans, dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Ce bond vertigineux n'était pas un miracle, mais le résultat d'une offensive méthodique, où chaque franc détourné des privilèges servait à financer écoles, vaccinations et campagnes de sensibilisation. À son arrivée au pouvoir, ce jeune capitaine rebaptise la Haute-Volta en Burkina Faso le pays des hommes intègres, vend les Mercedes officielles, roule en Renault 5, réduit drastiquement les dépenses de prestige et lance un plan de 10 milices. Millions d'arbres contre l'avancée du Sahara. En quelques semaines, 2,5 millions d'enfants sont vaccinés contre la rougeole, la polio et la fièvre jaune. Il interdit les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, nomme des femmes ministres et envoie des instituteurs jusqu'aux hameaux les plus reculés, où des enfants s'en tiennent par fendent pour la première fois un cahier entre leurs mains. Mais c'est un discours qui lui coûtera la vie. En juillet 1997, devant l'Organisation de l'Unité africaine à Addis-Abeba, Thomas Sankara dénonce la dette comme une reconquête néocoloniale et propose que les pays africains refusent ensemble de la payer. Il explique que si l'Afrique ne rembourse pas, les créanciers ne mourront pas, mais que si elle rembourse, ce sont les peuples qui mourront. Un diagnostic insupportable pour ceux qui vivent des intérêts de cette dette. 4 mois plus tard, Sankara est assassiné lors d'un coup d'État mené par Blaise Compaoré, son compagnon d'armes. Sous ce nouveau régime, qui durera 27 ans, presque toutes les réformes sont démantelées, les compagnies minières étrangères reviennent en force et l'or du Burkina Faso repart à l'exportation tandis que les villages restent sans route ni services de base. Lorsque les émeutes de 2014 brûlent le Parlement et chassent Compaoré, le pays hérite d'institutions affaiblies, d'un territoire miné par les groupes armés et d'une mémoire collective où le nom de Thomas Sankara flotte comme une promesse trahie, en attente d'un relais qu'Ibrahim Traoré finira par incarner. Pour comprendre ce que change réellement la prise de pouvoir d'Ibrahim Traoré, il faut passer par ceux qui vivent cette transition de l'intérieur et en deviennent malgré eux, c'est les guides. Valentine Sankara, le frère cadet de Thomas, a traversé toutes les séquences. La ferveur des années 80, la longue glaciation Compaoré, l'incendie populaire de 2014,
puis la fatigue devant un État incapable de contenir l'insurrection. Lorsqu'il affirme aujourd'hui que le jeune capitaine incarne la continuation de la révolution burkinabé, il ne récite pas une formule symbolique, il décrit ce qu'il voit. Des chantiers qui se multiplient, des habriques et qui s'empilent, des routes pavées qui remplacent la boue. Ils remplacent la boue dans des villes oubliées. Un chef de coopérative agricole résume la bascule d'une phrase simple. Avant, la pluie emportait le travail et la route bloquée empêchait de vendre. Maintenant, un tracteur partagé et une piste stabilisée permettent de cultiver davantage, de stocker une part de la récolte et de négocier les prix avec moins de peur. À Ouagadougou, une institutrice raconte des classes encore surchargées mais un peu mieux équipées, des manuels plus nombreux, quelques salles construites en dur, là où les enfants étudiaient sous des abris de fortune. Dans les quartiers périphériques, des vendeuses de marché décrivent la circulation plus régulière des marchandises, là où les camions restaient coincés des jours dans la boue. Ces micro-récits, ils ne prouvent pas que tout va bien, mais ils indiquent à nous regarder si l'on veut vérifier, au-delà des slogans, ce que la politique actuelle laisse comme trace mesurable dans la vie quotidienne des Burkinabés. Au début, la chronologie ressemble à une lente accumulation de fractures. En 2014, l'insurrection populaire renverse Blaise Compaoré après 27 ans de pouvoir, mais le système qui a laissé les compagnies minières étrangères dominer l'or burkinabé reste largement intact. Les gouvernements civils qui suivent peinent à réformer, tandis que l'insécurité armée gagne du terrain dans le nord et l'est du pays. Les Burkinabés et les Burkina Faso News évoquent surtout des attaques et des déplacements de population, rarement la question de savoir où va réellement l'or extrait chaque année. En 2022, la pression atteint un point de rupture. Une première junte renverse le pouvoir civil sans parvenir à inverser la tendance dans la guerre contre les groupes djihadistes. Sur les lignes de front, des soldats meurent en méjade mal équipés et accusent les élites politiques de sacrifier les troupes tout en laissant les contrats piétiers miniers inchangés. C'est dans ce climat qu'intervient en septembre le coup d'État mené par le capitaine Ibrahim Traoré, soutenu par une partie significative de l'armée. À ce moment, retrait progressif des forces françaises, remise en cause des accords militaires existants, recentrage du discours officiel sur la souveraineté territoriale et la maîtrise des ressources stratégiques. Dans ses premières interventions, le nouveau chef de l'État se présente comme un continuateur de Thomas Sankara plutôt que comme un simple chef de junte, et le couple Ibrahim Traoré-Burkina Faso commence à circuler dans les débats africains. Le véritable point haut de la séquence intervient le 18 juillet 2024, lorsque le Burkina Faso adopte un nouveau code minier. La participation gratuite de l'État dans chaque projet passe de 10% à 15%, avec la possibilité d'acheter jusqu'à 30% supplémentaires à valeur de marché. En théorie, certaines mines peuvent ainsi se retrouver avec 45% de capital détenu par la puissance publique. Dans le même texte, les redevances sont relevées, 6% lorsque l'once dépasse 1 500 $, 7% au-delà de 2 000 $. Les compagnies enregistrent immédiatement l'impact sur leurs marges, à ce moment avec la mise en œuvre concrète du nouveau cadre. Une société publique est créée pour porter les participations de l'État dans les actifs jugés stratégiques. En décembre 2024, cette entité rachète des mines à Endeavour Mining pour un montant d'environ 80 millions de $, alors que la valeur de marché est estimée à près de 300 millions. En juin 2025, 5 autres actifs, dont 2 mines en production et 3 permis d'exploration, basculent sous contrôle national. Dans les conseils d'administration étrangers, on parle d'expropriation. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou, on retient surtout qu'un gouvernement ose, pour la première fois depuis longtemps, renégocier à la dure le partage de l'or. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré devient pour beaucoup le visage d'une tentative de réécriture du contrat entre le Burkina Faso et l'économie mondiale. L'or reste central, mais il cesse progressivement d'être une simple ligne de bénéfice pour des actionnaires lointains.
Il commence à apparaître comme un levier pour financer routes, écoles et machines agricoles, même si l'issue de ce pari reste incertaine. Dans cette séquence, les choix économiques cessent d'être des slogans pour devenir des séries de chiffres que l'on peut vérifier. Chaque année, le sous-sol burkinabé livre environ 70 tonnes d'or, ce qui fait du pays le quatrième producteur du continent. Avant la réforme, ce métal représentait près de 80% des exportations, mais n'apportait qu'environ 12% du produit intérieur brut, signe que l'essentiel de la valeur quittait le pays sous forme de profits rapatriés. Les contrats conglissent, les concédants aura des redevances arbeises très faibles et une participation gratuite de l'État de seulement 17%, tandis que plus d'un millier de compagnies, du Canada à l'Australie en passant par la Russie, exploitaient les gisements. Avec le nouveau code minier, l'architecture change nettement. La part gratuite de l'État passe à 15%, avec la possibilité d'acheter jusqu'à 30% supplémentaires dans les projets jugés stratégiques. En pratique, cela signifie que sur une mine importante, la puissance publique peut détenir jusqu'à 45% du capital, dont une partie sans décaissement initial. Les redevances sont indexées sur le prix de l'once. Au-dessus de 1500 $, elles s'incrémentent à 6%, au-delà de 2000 $, à 7%. Or, le cours de l'or évolue largement au-dessus de ce seuil, ce qui augmente mécaniquement la part captée par le Trésor. Selon les projections officielles, cette combinaison de participation accrue et de redevances relevées devrait permettre de récupérer près de 995 millions de dollars qui, auparavant, se perdaient dans la Chine Matapanti, dans les circuits d'OMITS et circuits d'optimisation et les comptes offshore. Parallèlement, la nouvelle société publique chargée de porter les participations de l'État a déjà collecté plus de 8 tonnes d'or en 2024, puis plus de 11 tonnes au seul premier trimestre 2025, notamment en achetant la production d'orpaillage artisanal qui s'échappait jusque-là vers les pays voisins. Pour la première fois, une réserve nationale d'or se constitue sur le sol burkinabé lui-même, et non dans les coffres d'institutions étrangères. Ces flux miniers commencent à se voir dans les agrégats macro- et macroéconomiques. La contribution prévue du secteur minier au PIB doit passer de 12% à environ 20% en 2 ans, tandis que le produit intérieur brut global a déjà progressé d'environ 18,8 à 22,1 milliards de dollars entre 2023 et 2024. Loin des clichés sur un État en chute libre, le pays affiche une croissance proche de 5%, supérieure à celle de plusieurs voisins. Surtout, plus de 700 000 personnes auraient quitté l'extrême pauvreté en 12 mois, ce qui se traduit concrètement par des familles passant d'1 ou 2 repas par jour à 3, par des enfants et qui restent à l'école au lieu de travailler dans les champs ou d'errer sur les marchés. Ces gains ne signifient pas que tout est réglé. La dette publique totale continue d'augmenter en valeur absolue et le poids du service de la dette reste lourd dans le budget. Mais ils indiquent que sous la présidence d'Ibrahim Traoré, une part croissante du financement des routes, des écoles, des tracteurs et des usines peut venir de ressources domestiques plutôt que de prêts conditionnés. C'est cette transition, de la dépendance au crédit à la mobilisation de l'or et des récoltes, qui constitue le cœur mesurable de l'expérience burkinabé actuelle. Dans le débat sur le pari Traoré, 2 lectures s'affrontent frontalement. Pour ses soutiens, Ibrahim Traoré représente la première tentative sérieuse, depuis Thomas Sankara, de reprendre le contrôle de l'or, de nourrir le pays sans aide massive et de sortir du tête-à-tête asphyxiant avec le FMI et les créanciers. Pour ses critiques, il ne serait qu'un nouveau chef militaire, promettant beaucoup, mettant en scène la souveraineté, mais préparant en réalité un isolement dangereux pour un État pauvre et enclavé. Le premier argument des sceptiques porte sur l'investissement. En relevant les redevances, en imposant jusqu'à 45% de participation publique dans certaines mines, le Burkina Faso ferait fuir les capitaux, réduirait la production et détruirait les emplois qu'il prétend protéger. Ils ajoutent que les nationalisations ciblées envoient un signal de risque juridique susceptible de détourner durablement les grands groupes au moment où le pays a besoin de chaque dollar pour financer la guerre
et les infrastructures. Le deuxième argument vise la dette. Selon eux, la rhétorique de rupture masque le fait que l'encours total continue d'augmenter et que le pays reste engagé dans un programme du FMI. À leurs yeux, l'écart entre le récit héroïque généreusement relayé par certains contenus, Ibrahim Traoré et Burkina Faso, et la réalité comptable finirait par décrédibiliser l'expérience burkinabé. En face, les défenseurs de la ligne actuelle répondent par d'autres chiffres. Ils rappellent qu'on s'appelle que pendant des années, l'or a représenté jusqu'à 80% des exportations pour seulement 12% du PIB, signe que la plupart des bénéfices filaient hors du pays. Ils soulignent que la réforme minière pourrait rapatrier près d'1 milliard de dollars de revenus, que l'État a commencé à constituer une réserve nationale d'or et qu'en un an, environ 700 000 personnes ont quitté l'extrême pauvreté. Pour eux, le risque principal n'est pas d'effrayer quelques conseils d'administration, mais de revenir au modèle antérieur où la stabilité apparente cachait une dépendance totale aux créanciers et aux investisseurs étrangers. La véritable question, disent-ils, n'est pas de savoir si la stratégie d'Ibrahim Traoré est sans défaut, mais si les peuples africains ont encore le droit d'expérimenter d'autres chemins que ceux balisés par les institutions financières qui ont échoué à sortir le Sahel de la pauvreté. Au milieu de cette trajectoire, une bascule silencieuse apparaît. Le Burkina Faso commence à compter sur lui-même. Pendant que les éditoriaux étrangers s'attardent sur les tensions diplomatiques, l'équipe d'Ibrahim Traoré déplace le centre de gravité vers les champs, les ateliers et les chantiers. Les revenus miniers supplémentaires ne sont pas présentés comme une fin en soi, mais comme un carburant pour une seconde révolution, plus discrète que la bataille de l'or, celle de l'agriculture et de la transformation locale. Plus de 400 tracteurs, des centaines de motopompes et de motoculteurs sont distribués aux coopératives, aux groupements de femmes, aux jeunes revenus des villes faute d'emploi. La production céréalière frôle les 6 millions de tonnes, assez pour couvrir les besoins du pays et dégager des surplus. Une usine de transformation de tomates à Yako commence à transformer des récoltes qui pourrissaient autrefois sur pied, tandis que des projets de raffinerie d'or nationale visent à capter la valeur ajoutée sur place. À ce midpoint, l'expérience Ibrahim Issaï, Ibrahim Traoré Burkina Faso, cesse d'être seulement un bras de fer avec les multinationales. Elle devient un test pour savoir si un État sahélien peut convertir des ressources volatiles en capacités productives durables. Pour mesurer les effets concrets de la stratégie actuelle, il faut quitter les graphiques et regarder 4 cercles distincts: les ménages, les agriculteurs, les petites entreprises urbaines et l'environnement régional. Pour chacun, l'expérience ouverte par Ibrahim Traoré produit déjà des gains mesurables, mais aussi des risques lourds si le pari venait à échouer. Pour les ménages d'abord, l'indicateur le plus parlant est la sortie de l'extrême pauvreté d'environ 700 000 personnes en 12 mois. Cela signifie, très concrètement, des familles qui passent d'un à 2 repas par jour à 3, des enfants qui restent à l'école au lieu de mendier ou de travailler, et une capacité nouvelle à faire face à un choc de santé sans basculer immédiatement dans l'endettement. Ces progrès tenaient jusqu'ici de la fiction dans la plupart des Burkinabés. Oh, ça par des Burkina Faso News. Chez les agriculteurs, et la montée en puissance des tracteurs, les motopompes et engrais subventionnés change l'équation du risque. Produire près de 6 millions de tonnes de céréales, c'est rompre avec la dépendance structurelle aux importations de riz ou de blé et réduire la vulnérabilité aux crises logistiques mondiales. Mais si les recettes de l'or se contractent, ces programmes pourraient être les premiers sacrifiés, révélant la fragilité d'un modèle encore très dépendant d'un seul produit. Pour les petites entreprises urbaines qui vivent de la construction, du transport ou du petit commerce, l'investissement public financé par l'or et les taxes intérieures ouvre des débouchés nouveaux: chantiers de routes, de bâtiments scolaires, de cliniques, besoins en matériaux et en services. Là encore, l'arbitrage est clair:
accepter un pire climat des affaires, moins confortable pour les grandes compagnies minières, afin de dégager des marges de manœuvre pour le tissu local. C'est ce dont parlent, souvent hors caméra, plusieurs Ibrahim Traoré interview. Enfin, au niveau régional, l'expérience burkinabé alimente une recomposition plus large. Avec le Mali et le Niger, le Burkina Faso pousse l'idée qu'un bloc sahélien peut renégocier ses ressources et sortir partiellement de l'orbite monétaire et sécuritaire française. Si la stratégie d'Ibrahim Traoré produit, dans 5 à 10 ans, des économies plus diversifiées et mieux nourries, elle deviendra un précédent invoqué à Bamako, Niamey ou ailleurs. Si elle échoue, elle sera brandie comme preuve que toute remise en cause de l'ordre existant mène au chaos. Pour l'État et ses institutions, les conséquences sont ambivalentes. D'un côté, la capacité à lever des ressources domestiques renforce la marge de manœuvre budgétaire, moins de dépendance immédiate à chaque tranche de prêt, plus de latitude pour orienter les dépenses vers l'armée, les infrastructures ou l'école. De l'autre, les tensions sur la liberté de la presse, les arrestations et enrôlements forcés de journalistes ou la centralisation extrême des décisions autour d'un cercle réduit autour d'Ibrahim Traoré font peser un risque, celui de voir une expérience de souveraineté économique se fragiliser faute de contre-pouvoir solide. Dans les 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires distinctes se dessinent pour le Burkina Faso. Dans le scénario de base, l'or reste à un niveau de prix élevé. Les réformes minières se stabilisent et les investisseurs, inquiets au départ, s'habituent progressivement à un environnement plus exigeant mais lisible. La croissance se maintient autour de 5%. Les recettes publiques augmentent suffisamment pour financer les programmes agricoles, les chantiers d'infrastructures les plus urgents et une partie de l'effort de guerre, sans régler pour autant la question de la dette ni celle de la sécurité dans les zones rurales. Dans cette option, le pays demeure vulnérable aux chocs extérieurs, mais avance malgré tout, pas à pas, sur une ligne de crête où chaque mauvaise décision pourrait coûter des années de progrès. Dans le scénario optimiste, le pari se consolide nettement. La raffinerie d'or nationale démarre, au moins partiellement, la transformation locale de la production. La montée en puissance des usines agroalimentaires limite les pertes après récolte et crée des emplois non agricoles. L'exploration du lithium débouche sur des projets concrets qui ouvrent un second pilier d'exportation. Les indicateurs de pauvreté reculent plus vite, l'exode rural ralentit, et les anti-Burkina Faso News cessent de parler uniquement de conflits ou de coups d'État pour suivre les résultats de cette stratégie de souveraineté économique. La dépendance aux prêts extérieurs diminue progressivement, sans disparaître totalement, mais l'État négocie avec davantage de marge et peut refuser certaines conditionnalités jugées incompatibles avec ses priorités. Dans le pire scénario, une chute prolongée du prix de l'or, une crise sécuritaire majeure ou une erreur politique grave obligera pour l'État à couper brutalement dans les dépenses sociales et à revenir vers les créanciers dans une position de faiblesse. Les programmes agricoles sont réduits, les investissements publics s'essoufflent et en CPI. Les tensions sociales augmentent. Et l'expérience actuelle est présentée, à l'intérieur comme à l'extérieur, comme une parenthèse dangereuse qui aurait compromis la crédibilité du pays. La seule certitude, pour le lecteur, est de ne pas confondre désir et prévision. Il s'agit moins d'annoncer l'avenir que de comprendre les conditions politiques, économiques et sécuritaires qui rendront l'un ou l'autre de ces chemins possibles. Pour celui qui regarde cette histoire depuis l'extérieur, la question finit toujours par revenir à une échelle intime. Qu'est-ce que tout cela change dans une vie ordinaire ? Dans un foyer qui jongle avec le prix du riz, dans un jeune diplômé qui hésite entre l'exil et le retour au village, dans une mère qui craint à la fois l'insécurité et la faim. À ce niveau, l'expérience ouverte sous la présidence d'Ibrahim Traoré ne ressemble ni à une utopie, ni à un désastre annoncé, mais à une succession de marges gagnées ou perdues. Un ménage qui peut désormais acheter un sac de céréales de plus, envoyer un enfant à l'école avec des cahiers neufs, se rendre à la clinique par une route praticable. Un agriculteur qui ose investir dans une pompe ou des semences améliorées parce que les récoltes récentes ont été meilleures. Un artisan urbain
qui trouvent des chantiers dans les programmes de pavage ou de construction. Dans les cercles militants, certains voient dans cette trajectoire la matérialisation du slogan de Sankara, celui qui te nourrit te contrôle, retourné en pratique quotidienne. Tournéant. D'autres, plus prudents, rappellent que tout peut se défaire vite. Une saison de mauvais prix de l'or, une offensive djihadiste victorieuse, une crise politique interne, et l'espace budgétaire se refermera brutalement. Pour le public qui suit ces Burkina Faso News à distance, la meilleure manière de se situer n'est ni l'adhésion aveugle, ni le cynisme automatique, mais une attention soutenue aux indicateurs concrets, prix des denrées, fréquentation scolaire, accès aux soins, évolution de la pauvreté. C'est là, beaucoup plus que dans les discours, que l'on verra si la parenthèse ouverte par Ibrahim Traoré devient un tournant durable ou une simple onde de choc dans l'histoire mouvementée du Sahel. Pour transformer l'élan actuel en modèle durable, 5 leviers précis se dessinent dans les discours et les actes du gouvernement d'Ibrahim Traoré. Pour commencer, il s'agit de consolider la gouvernance minière. Il s'agit de publier intégralement les contrats, d'imposer des audits indépendants et de créer un fonds souverain transparent chargé d'investir les recettes de l'or dans des secteurs productifs. Sans cette rigueur, la promesse de souveraineté pourrait se dissoudre dans de nouvelles zones d'opacité. Ensuite, il faut accélérer la diversification. Les études sur le lithium et les métaux de transition doivent déboucher sur des partenariats où la valeur ajoutée reste locale. Transformation, batterie, formation technique. De plus, il est essentiel de pérenniser la révolution agricole. Distribuer des tracteurs ne suffit pas. Il faut un réseau d'entretien, un crédit rural accessible et des politiques de stockage qui protègent les producteurs des fluctuations saisonnières. Par ailleurs, il convient de renforcer les services publics. Les routes, les écoles et les centres de santé sont déjà en construction. L'enjeu désormais est la qualité. Enseignants formés, médecins présents, maintenance budgétée. Enfin, il est nécessaire de rouvrir les espaces de débat. La détention de journalistes et la censure nuisent à la crédibilité du projet. Une souveraineté sans contre-pouvoir risque de reproduire les travers qu'elle prétend combattre. Ces 5 étapes constituent ensemble une feuille de route réaliste pour les 3 prochaines années. Si elles sont appliquées avec la même discipline que celle affichée dans la réforme minière, le Burkina Faso pourrait stabiliser sa croissance autour de 5%, diversifier ses revenus et, surtout, consolider la confiance entre l'État et la population. C'est à cette condition que le nom d'Ibrahim Traoré cessera d'être celui d'un militaire et deviendra celui d'un bâtisseur. Tout au long de cette trajectoire, une figure n'a jamais quitté le récit, celle de Thomas Sankara. 38 ans après son assassinat, son nom revient dans les discours d'Ibrahim Traoré, dans les rues pavées, dans les écoles construites, dans chaque tracteur qui sillonne les champs rouges du Sahel. Ce retour n'est pas une nostalgie, c'est une filiation politique. Sankara disait « Celui qui te nourrit te contrôle ». Traoré répond par des silos pleins et des routes praticables. Les anciens voient dans ce mouvement la réparation d'une promesse trahie, les jeunes lui reconnaissent une possibilité de futur qui leur appartient enfin. Dans les mots de Valentine Sankara, devenu témoin du cycle complet, la voix qui fut réduite au silence en 1987 parle à nouveau, non pas à travers un homme mais à travers un peuple. C'est sans doute cela le signe le plus fort. La révolution ne vit plus dans les archives, mais dans la poussière des chantiers, dans le bruit des moteurs et dans le travail anonyme de milliers de Burkinabés. Et si, cette fois, l'histoire refusait de se refermer, ce récit n'est pas seulement celui d'un pays, mais d'une question adressée à chacun de nous. Que signifie la souveraineté au XXIe siècle ? Lorsque Ibrahim Traoré revendique pour le Burkina Faso le droit de transformer son or, de nourrir son peuple, d'éduquer ses enfants sans permission extérieure, il ouvre un débat qui dépasse ses frontières. Car au fond, chaque nation, chaque citoyen doit décider où placer la ligne entre coopération et dépendance. Les Burkinabés
C'est Burkina Faso News, Tini, ne raconte pas Penin entre, ça compte pas une épopée exotique. Elles interrogent notre rapport collectif à la dignité et au partage des richesses. Si ce voyage vous a éclairé, laissez une marque, un mot, un commentaire, une discussion entamée ailleurs. Pas pour glorifier un homme, mais pour maintenir ouverte la conversation sur ce qu'un peuple peut accomplir lorsqu'il cesse d'attendre qu'on l'autorise à espérer. L'histoire ne demande pas d'applaudissements, elle demande des témoins. Et maintenant que vous en êtes un, que ferez-vous de ce que vous venez d'apprendre ?